Bonjour tout le monde. Je m'appelle Martin-Hugues Saint-Laurent. Je suis professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski. Et je vous accueille pour cette session spéciale sur le caribou forestier qui va réunir 4 conférenciers au cours des prochaines minutes. Puis, on va commencer de ce pas avec la première conférencière. Je répète à tous les conférencières de ce matin que vous avez 12 minutes pour votre présentation. Soyez concis. Et on va prendre les questions à la fin de la session pour tout le monde. Donc, notre première conférencière, Rebecca Lacerte, qui nous présente une conférence intitulée « Facteurs qui influencent la régénération végétale dans les chemins forestiers démantelés et implications pour le caribou boréal ». Rebecca, je t'invite à partager ton écran. Oui. Et je vous invite, messieurs, dames, à mettre votre micro en veilleuse. OK. Est-ce que tout le monde m'entend? On voit bien? OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ma présentation qui porte sur la restauration d'habitat du caribou forestier. Donc, premièrement, les perturbations anthropiques sont néfastes pour les populations de caribou parce que celui-ci va s'inscrire dans un système de compétition apparente où l'abondance d'une proie alternative, donc ici l'orignal, souvent engendrée par les coupes forestières, ça va favoriser l'abondance de l'orignal, va favoriser donc la présence d'un prédateur commun, ici le loup-gris, et donc augmenter la pression de prédation sur le caribou. Les coupes forestières vont aussi favoriser l'ours noir dans le territoire du caribou, donc un autre prédateur, ce qui va encore une fois là, augmenter la pression de prédation sur le caribou. Associé avec les coupes forestières, on a des structures linéaires, donc les chemins forestiers qui vont augmenter la disponibilité alimentaire et faciliter le mouvement des prédateurs. Et donc, là, encore une fois, là, augmenter la pression de prédation sur le caribou. Selon Environnement Canada, pour qu'une population de caribou ait une probabilité de 60% d'être stable ou de croître, il faut qu'il y ait moins de 35% de ces perturbations-là dans le territoire. Donc, pour réduire le niveau de perturbation, on peut faire de la restauration passive ou active. Donc, moi, mon projet va vraiment toucher à la restauration des chemins forestiers. Donc, si on commence tout d'abord avec la restauration passive, qui consiste à laisser les chemins à une régénération naturelle. Dans certains cas, ça va résulter en aucune végétation sur les chemins. Puis parfois, la régénération qui va être dans les chemins va différer de l'habitat original. Par contre, la majorité des études ont été faites dans les lignes sismiques et peu dans les chemins forestiers, à l'exception d'une étude récente faite sur des chemins forestiers de 0 à 40 ans, qui a démontré que 22% des chemins n'avaient pas de régénération, puis que parfois, la régénération était composée d'espèces feuillues au lieu d'espèces conifériennes, ce qui peut favoriser l'ours et l'orignal et donc indirectement augmenter la pression de caribou, la pression de prédation sur le caribou. Donc, pour restaurer l'habitat du caribou, la restauration active semble nécessaire. Par contre, encore une fois, ça a surtout été fait là, sur les lignes sismiques et non sur les chemins forestiers. Puis la différence entre les lignes sismiques et les chemins forestiers est quand même vraiment importante. Premièrement, les lignes sismiques sont plus à l'ouest du Canada, puis les chemins forestiers vont être la perturbation la plus importante dans l'est du Canada. Aussi, les lignes sismiques sont construites avec peu d'impact sur la végétation, puis vont être plus étroites que les chemins forestiers. Puis dans les chemins forestiers, on va ajouter de la matière, puis on va compacter ces matières-là, ce qui va augmenter la persistance des chemins forestiers dans le paysage. Donc, les études qui ont été faites sur les lignes sismiques ont démontré que autant pour la végétation que pour la réponse de la faune, la réponse elle allait varier en fonction des caractéristiques des lignes sismiques. Par contre, là, sur les chemins forestiers, on n'a pas vraiment de réponse à ce niveau-là, mais considérant la différence entre les deux structures linéaires puis la variation qu'on observe déjà au niveau des lignes sismiques, on s'attend à ce que les résultats soient différents dans les chemins forestiers. Ce qui mène à mon objectif qui était d'évaluer la régénération des espèces, donc les arbres, arbustes et herbacées au niveau de 4 traitements actifs, 3 ou 4 ans après les restaurations. Et mon hypothèse est que l'établissement de la végétation sur les chemins forestiers va varier en fonction des traitements, mais aussi en fonction de l'environnement autour des chemins. Donc, tout d'abord, mes traitements. Mon premier traitement, c'est un traitement fermé à la circulation humaine, donc on a mis des obstacles à l'entrée des chemins. Mon deuxième traitement il a été fermé également, puis on a décompacté le sol pour favoriser une régénération naturelle.
Ensuite, on a les traitements plantés. Donc, on a fermé les chemins décompactés sols, puis on a planté de l'épinette noire pour favoriser une régénération coniférienne. Ensuite, on a les traitements enrichis. Donc, on a fait les trois traitements précédents, puis on a ajouté de la matière enrichie à la base des plants d'épinettes pour voir si ça allait favoriser leur croissance. Finalement, on a les contrôles, donc des chemins forestiers qui sont encore en utilisation là, par les humains. Donc, ces traitements-là, ils ont été aléatoirement disposés dans 40 km de chemins forestiers au Saguenay. Puis, 3 ou 4 ans après les travaux de restauration, on a mis des parcelles de végétation, donc lesquelles comprenaient 20 sous-parcelles, donc 10 au centre, 5 à gauche et 5 à droite du chemin. Dans chacune des sous-parcelles, on a compté l'ensemble de toutes les tiges de toutes les espèces qui étaient présentes. Puis, au centre de la parcelle, on a mesuré la largeur de la route, l'orientation et la pente. Finalement, dans le buffer autour des parcelles de végétation, on a mesuré les variables environnementales. Avec toutes ces variables-là, on a tout d'abord évalué l'abondance des espèces en utilisant une analyse multivariée, où on a utilisé le nombre de tiges des espèces en fonction des traitements et des variables environnementales. Ensuite, pour évaluer l'effet spécifique des traitements sur la végétation, on a évalué l'occurrence des espèces en utilisant une régression logistique multiple mixte, en utilisant la présence-absence des espèces en fonction des traitements. Donc, tout d'abord, ici, on a ma PCCA. Donc, je vais premièrement vous expliquer un peu comment on lit une PCCA. Donc, les axes vont expliquer X% de la variation des espèces. Ensuite, deux flèches qui vont dans des sens opposés vont représenter deux variables qui sont négativement corrélées. Deux flèches qui vont dans le même sens vont représenter deux variables qui sont positivement corrélées. Finalement, les ellipses expliquent un intervalle de confiance de 95%. Donc, tout d'abord, si on va ici au niveau de mon deuxième axe, qui explique 5% de l'abondance de ma végétation dans les chemins forestiers, c'est plutôt représenté là, par les variables environnementales. Donc, on a les vieilles coupes en haut du graphique et la largeur des routes en bas. Au niveau du premier axe, qui explique 25% de l'abondance de la végétation, il va être plutôt expliqué par les traitements. Donc, on a ici là, les chemins fermés, puis le long de l'axe, on va voir les chemins décompactés, plantés et enrichis. Donc, au niveau de la végétation, si on regarde ici, associé avec les vieilles coupes et les chemins fermés, on a des arbustes fruitiers puis des espèces feuillues, ce qui pourrait là, favoriser l'ours et l'orignal et donc indirectement là, augmenter la pression de prédation sur le caribou. Mais on a également là, ici de l'épinette noire, ce qui est surprenant parce qu'on avait planté l'épinette dans les chemins plantés et enrichis et non dans les chemins fermés. Donc, si on regarde là, au niveau de notre deuxième analyse, on a ici l'occurrence des épines noires en fonction des traitements. Donc, là, les traitements, les témoins, fermés, plantés, décompactés, plantés, enrichis. Donc, on voit là en haut la plus forte occurrence d'épinettes dans les chemins fermés. Donc, il y avait des chemins qui étaient inutilisés depuis plusieurs années avant les restaurations. Puis, considérant que les chemins fermés n'ont pas été décompactés, les épinettes qui étaient déjà présentes avant les traitements n'ont pas été enlevées, ce qui pourrait expliquer la forte occurrence d'épinettes dans ces traitements-là. Sinon, si on regarde au niveau des autres traitements, on voit que l'occurrence des épinettes est plus élevée dans les traitements plantés et enrichis, mais on voit une légère plus faible occurrence dans les chemins enrichis, ce qui pourrait être dû à la compétition. Donc, en fait, là, la matière organique ajoutée à la base des plants aurait pu favoriser d'autres espèces qui auraient compétitionné avec l'épinette noire. Dans notre étude, on a vu que les herbacées étaient associées avec les traitements enrichis. Donc, les herbacées là, auraient pu compétitionner avec l'épinette noire et donc expliquer la plus faible occurrence d'épinettes dans ces traitements-là. Maintenant, si on regarde au niveau des autres espèces qui peuvent compétitionner avec l'épinette noire, on a les arbustes fruitiers. Donc, ici, on a les bleuets, les gadeliers et les framboises qui sont plutôt associés avec les chemins fermés et décompactés. Puis on voit là, ici aussi, dans le fond, là, que l'occurrence des bleuets va être plus faible dans les chemins qui sont plantés et enrichis. Ce même résultat-là est aussi observable pour les arbres feuillus. Donc, on a ici là, les bouleaux et les peupliers. Donc, on voit là une plus faible occurrence, encore une fois, là, dans les chemins qui sont plantés et enrichis. Dans nos chemins restaurés, on a aussi là, vu beaucoup de sapins baumiers, mais par contre, il n'y avait aucune différence entre les traitements pour cette espèce-là. Donc, toutes ces espèces-là, en plus de compétitionner avec l'épinette noire, ils font
ces espèces-là vont aussi faire partie de la diète de l'orignal et de l'ours, ce qui va pouvoir favoriser ces deux espèces-là et donc augmenter la pression de prédation là, sur le caribou dans les chemins. Donc, avec tous ces résultats-là, on peut se demander c'est lequel le meilleur traitement pour restaurer l'habitat du caribou forestier. Donc, si on regarde au niveau des chemins qui sont fermés, on voit qu'il y a une plus forte occurrence d'épinettes, mais qu'il y a également aussi une plus forte occurrence d'espèces compétitrices. Pour les chemins décompactés, on a une plus faible présence d'épinettes, puis une plus forte présence d'espèces compétitrices. Dans les chemins plantés, on a une forte occurrence d'épinettes, puis une faible occurrence des espèces compétitrices. Puis finalement, dans le traitement enrichi, on a une forte occurrence d'épinettes, mais on a aussi des espèces compétitrices là, qui sont présentes. Donc, le meilleur traitement semble être le traitement planté, parce que c'est lui qui devrait mener là, semble plus mener à une forêt mature de conifères. Donc, qu'est-ce qui est à retenir? C'est que le meilleur traitement, c'est le traitement planté qui combine la fermeture, la décompaction et la plantation d'épinettes noires parce que ça réduit la disponibilité alimentaire de l'orignal et de l'ours et aussi l'abondance des espèces compétitrices. Puis c'est lui qui devrait mener à une forêt dominée par l'épinette noire. Donc, les implications pour le caribou. Donc, notre étude elle a seulement été faite 3 ans après la restauration. Donc, la composition, l'abondance de la végétation peut changer et donc influencer différemment la faune dans les prochaines années. Aussi, ces traitements-là doivent être faits sur de larges territoires. On ne peut pas seulement démanteler 1 km de chemin forestier. Par contre, les coûts sont quand même vraiment élevés pour ce type de restauration-là. Donc, il y a actuellement des études qui sont en train d'évaluer c'est quel type de chemin forestier qu'on aurait besoin de prioriser pour la restauration, comme l'étude de Fabien qui va suivre ma présentation. Puis aussi, on devrait combiner le démantèlement des chemins à d'autres stratégies de conservation comme la protection de l'habitat ou la gestion du niveau de perturbation, puis d'autres stratégies là, en fonction des besoins des territoires. Donc, merci à tous. Merci au Conseil de la Première Nation des Inuits et Sipites. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet-là et à tous mes organismes subventionnaires. Donc, merci. Excellent. Merci beaucoup, Rebecca, pour ta présentation. Super intéressant.